Bonjour tout le monde, me revoilà aujourd'hui pour une interview autour de la méditation avec Joël Morel. Donc je vous présente son livre là, on en parlera un petit peu plus tard. Donc Joël Morel est docteur en sciences de l'éducation, mais elle est aussi psychothérapeute, psychanalyste jungienne, formée à la psychogénéalogie, aux constellations familiales, aux techniques psycho-énergétiques comme l'EFT, l'EMDR et aux technologies psychocorporelles comme massage, relaxation et Reiki. C'est une spécialiste des états modifiés de la conscience, du rêve éveillé et de l'analyse des rêves. Elle est diplômée de l'Institut de psychologie transpersonnelle à Paris et elle est également professeure de yoga et également de Qigong. Cela fait maintenant plus de 20 ans, qu'elle a eu des expériences en animation de stage et d'ateliers sur tous ces thèmes, en fait. Et ça fait environ plus de 35 ans qu'elle écrit des méditations guidées. Donc je suis ravie, pardon, d'accueillir Joël Morel. Bonjour Joël. Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Oui, le mieux possible. Ouais. Est-ce que cette petite présentation de vous convient? Est-ce qu'il y a peut-être quelque chose à ajouter? Dites-nous tout. Disons que vous avez présenté surtout mon cursus professionnel, enfin l'accumulation de diplômes. Mais oui, oui, Mmh. écoutez, je suis un peu tout ça, c'est vrai, mais bon, pas que quand même. Je suis aussi une grand-mère de petits-enfants. Voilà, j'ai 2 enfants aussi. Enfin, Mmh. voilà, j'ai une famille et puis c'est vrai que tous ces diplômes finalement, j'essaye de tout ce savoir, on va dire, j'essaye moi de plutôt de le lâcher et puis voilà, d'être plutôt concentrée sur l'instant présent et les ressentis, enfin voilà, tout ce qui va apporter du bien-être aux gens, avec bien sûr tous ces outils que j'ai accumulés au fil des années, mais je lâche un peu le côté, trop intellectuel si vous voulez, parce que Mmh. je pense que ce qui est important, c'est de faire l'expérience directe des choses et de le sentir dans son corps et donc je suis beaucoup plus, voilà, axée sur cette dynamique-là plutôt que de parler, des concepts, peut-être parfois compliqués. Je préfère, voilà, être sur le tapis avec les élèves et puis pratiquer et leur faire l'expérience directe des choses parce que c'est comme ça Mmh. qu'on évolue aussi. Mmh. Mmh. Après, ouais, comprendre aussi ce qui se passe, mais c'est ce qu'on va essayer aussi de faire C'est toutes les ça, 2. Mais ouais. c'est vrai que mon existence aujourd'hui, elle est beaucoup plus pratique qu'intellectuelle, si vous voulez. Je Mmh, d'accord. mmh. Mmh. Et aujourd'hui, du coup, juste pour, savoir un petit peu, donc vous donnez, bien évidemment des cours de yoga, mais est-ce que vous avez encore, tout le côté enfin vous faites encore des séances en psychologie et tout ça ou vous avez arrêté ce pan-là? Depuis l'année j'ai 73 ans, hein, donc l'année dernière, j'ai commencé à lâcher tout ce qui était formation en soins énergétiques, formation massage, formation EFT. Tout ce qui était formation, hein, quand je formais les gens. Donc, par contre, je continue, oui, j'ai 6 cours de yoga avec, 140 élèves encore. Ah Je ouais. reçois encore quelques patients, mais beaucoup moins qu'avant parce que je fatigue un petit peu plus et Mmh. j'anime encore quelques ateliers de groupe, comme les constellations familiales, des stages de yoga, en dehors des cours pour les gens, une retraite d'été aussi. Je trouve que ça, c'est vraiment, vraiment bien quoi, de pouvoir, s'extraire de son quotidien pour les personnes, puis pendant une semaine vraiment, aller Mmh. dans un bel endroit pour pouvoir, s'occuper de soi. Voilà, mais sinon oui, je lève le pied, mais en parallèle, j'ai encore une chaîne YouTube, enfin j'ai une chaîne YouTube depuis le Covid, Ouais. qui voilà, qui apporte, je pense pas enfin j'ai en tout cas, j'ai beaucoup de messages de gens comme quoi ça leur fait du bien. Donc j'ai encore cette chaîne, à alimenter, donc j'écris. J'écris beaucoup de Ouais. méditations guidées et puis, je les mets ensuite en vidéo, donc c'est quand même un gros travail. Il y a l'enregistrement, la Ah oui. correction de la bande, la réalisation de la vidéo et cetera et donc tout Oui, ça, ça ça prend prend du temps. beaucoup de temps et puis oui, je continue d'écrire aussi, voilà. Mais à chaque fois que j'écris maintenant, c'est que des méditations guidées parce que j'ai plus beaucoup de temps d'écrire autre chose, mais à travers ces méditations guidées et j'ai aussi des vidéos de yoga et de qigong, hein, aussi je présente des cours gratuits Mmh. aussi de yoga et de qigong.
Tout ça, ça prend du temps, mais c'est vrai que pour les méditations guidées, à travers ça, j'essaie quand même de passer des messages et d'enseigner quand même quelque chose, Mmh. de transmettre quelque chose au niveau OK, psychologique, dans la de transmission, la effectivement. sagesse, au niveau de tout ce que je peux donner, quoi. Mmh. Donc ma première question, ce sera de savoir, comment vous êtes devenu, prof de yoga? Parce qu'il Alors, me semble que c'est un petit peu ouais, particulier. je suis devenue professeure de yoga, enfin grâce à un rêve, en fait. Mmh. Hem, C'était une époque, alors c'est vieux, hein, ça fait plus de 35 ans de ça. Hem, J'étais pas très j'ai des problèmes de dos depuis l'enfance quand j'étais petite, j'étais dans des salles communes de rééducation, dans un corset, je dormais sur une planche. Enfin, bon, j'ai souffert beaucoup dans mon corps longtemps Mmh mh. et à cette époque-là, j'étais en plus pas très bien psychologiquement parlant, enfin, j'étais pas très bien dans ma peau, dans mon existence. Et j'étais partie faire un stage, enfin j'avais commencé, j'étais dans les débuts de d'essayer d'évoluer, de comprendre certaines choses et donc j'étais partie faire un stage avec Patrick Drouot. Je ne sais pas si vous savez qui c'est? Ouais. Oui, oui, oui. C'était un stage sur les vies antérieures Mmh. et bon alors j'avais atterri là parce que mon mari avait lu un livre de Patrice Drouot. Il m'avait dit: «Mais comme tu es pas bien, tu devrais l'appeler, enfin tu devrais» et puis effectivement, j'avais écrit à Patrice Drouot, il m'avait répondu quelque chose que j'avais rien compris. Il m'avait dit: «Voilà, vous étiez sans être né», enfin bon, en fait, ce qu'il voulait dire, c'était que j'habitais pas mon corps et que j'étais un peu à côté de moi et à côté de mes pompes, comme on dit et que voilà et il me proposait effectivement d'aller voir, une personne qui est devenue sa compagne, qui s'appelle Liliane en séance individuelle et là, j'ai vécu des choses, assez, assez bizarres voilà, assez bizarres. C'est que Pardon. j'ai fait une expérience spirituelle spontanée pendant ces séances et je ne comprenais pas ce qui m'arrivait parce que je n'avais aucune connaissance de tout ça. J'étais complètement ignorante et donc voilà, j'ai fini par faire un stage avec Patrick Drouot et pendant ce stage, le 1er jour du stage, la première nuit plutôt, j'ai fait un rêve qui m'a réveillée et je me suis retrouvée assise dans mon lit et j'avais un doigt pointé sur moi, enfin c'était mon rêve, qui me disait: «Tu vas devenir professeur de yoga» et moi je ne savais pas ce que c'était le yoga. Voilà. Ouais, c'est ça qui est incroyable. Et donc le lendemain matin, le premier jour du stage, Patrick Drouot nous a proposé, avant de vivre les vies antérieures, d'avoir un petit éveil, matinal et il proposait 2 activités. Alors il y en a une, je ne sais plus ce que c'était, mais il y avait dans les 2, il y avait le yoga Mais c'est et donc marrant quand même. je venais de faire ce rêve, vous pensez bien que je suis allée expérimenter le yoga et dès que j'ai commencé à faire du yoga, je me suis sentie, à ma place chez moi, enfin je sais pas, c'était quelque chose de très fort et donc tout de suite après, je me suis inscrite dans une école et j'ai fait la formation et bien avant d'avoir fini ma formation, j'ai commencé déjà à enseigner le yoga et j'étais vraiment, à ma place. Voilà et j'ai tout de suite eu du monde, ça a toujours été, voilà, j'ai toujours eu des salles pleines et j'étais oui, moi je crois que j'ai pas d'autre mot que de dire je suis à ma place et du coup, j'ai guéri mes problèmes de dos. J'ai guéri pas mal de choses et puis après, bah, j'ai fait tout le chemin que vous avez décrit, c'est-à-dire, les études, le doctorat, les études de psychothérapie, de psychanalyse et cetera. Voilà, mais le yoga, voilà, j'ai commencé comme ça, grâce à un rêve. Je ne vais pas dire à Ouais, cause c'est parce que fou. vraiment, un rêve qui m'a mis, sur un chemin de guérison, on va dire. Voilà. Après bon, bah, bien sûr, j'ai fait le travail aussi des études et cetera, hein, la pratique. Moi, au début, j'étais la plus mauvaise élève au yoga, à Mmh. l'école. Parce que comme, j'avais des grosses difficultés avec mon dos, après heureusement j'étais quand même assez sportive, mais c'est vrai que j'étais pas souple du tout et donc il a fallu que voilà, que je travaille quand même, mon corps et pour pouvoir, voilà, prendre ma place dans cette école et puis terminer les études, pour pouvoir avoir mon diplôme. Voilà. Mmh. Et justement, finalement, ces douleurs au dos, elles vous ont, peut-être permis entre guillemets «de développer un autre type de yoga»?
votre ressenti a dû être vraiment différent par rapport aux autres élèves où on vous se dit en général, j'ai mal au dos, je ne sais pas comment je vais y arriver. Et en fait, vous avez mis des choses en place pour justement aussi réussir. C'est vrai que j'ai été, que ce soit en psychothérapie ou au yoga ou au qigong aussi, puisqu'après je suis devenue professeure de qigong, je suis assez dissidente en fait, un peu rebelle et c'est vrai que, j'ai dépassé un petit peu ce qu'on m'a enseigné et j'ai créé ma propre, je dirais pas ma propre école, mais ma propre pratique. Pratique, Bien ouais. sûr, je fais du yoga, hein, la base c'est du hatha yoga, du yin yoga, du restauratif, tout ça, du yoga de l'énergie aussi. Mais en fait, je tiens vraiment compte de la méditation. C'est-à-dire que pour moi, le yoga, c'est pas juste du postural, c'est un état méditatif de pleine conscience et ce que j'essaye de faire comprendre à mes élèves, c'est que, on n'est pas là pour faire de la performance et que le yoga, c'est vraiment quelque chose qui nous invite à nous écouter et à écouter notre corps et à le respecter. Et donc, j'ai un yoga qui s'adresse à tout le monde. Je ne fais pas de niveau, parce que ça, c'est très occidental. Il n'y a pas de niveau, tout le monde peut être là et chacun avec ses possibilités. Alors, il y a des gens qui font des postures merveilleuses, puis il y en a d'autres qui font vraiment ce qu'ils peuvent et qui ne forcent pas. Et en fait, sans forcer, en s'écoutant, en travaillant, je dirais en étant dans un état méditatif pendant la pratique, c'est-à-dire un état vraiment d'écoute et de respect de son corps, eh bien, on progresse et effectivement, il y a vraiment des effets positifs pour les gens. Mmh. Et justement, par rapport, à ça, j'aimerais qu'on fasse un petit point, parce que dans votre livre, vous parlez de yoga nidra. Est-ce que le yoga nidra, je vais y arriver, yoga nidra, c'est ce qu'on appelle, le scan corporel? Est-ce que c'est un peu la même chose? Oui, oui, ça a été rebaptisé à l'occidental par, je crois que c'est Christophe André et John Kabat-Zinn qui ont beaucoup travaillé sur Mmh. la méditation laïque, la méditation de pleine conscience et ils ont rebaptisé le scan corporel pour que ce soit plus scientifique, je dirais. Ils ont rebaptisé le yoga nidra en scan corporel. Ça s'appelle aussi le yoga du sommeil conscient. Et il y a encore un quatrième terme, c'est la rotation de la conscience. Voilà, OK. terme pour exprimer la même chose en fait. D'accord, oui, c'est ce que j'avais relevé justement, je voulais revenir dessus. Vous parlez dans votre livre, d'état original de conscience ou quatrième état de conscience, si je me trompe pas? Eh bien, il y a des états, si vous voulez, le yoga nidra, c'est à la fin d'une séance de yoga, mais pas Mmh. obligatoirement, on peut faire un yoga nidra n'importe quand. Ça se fait allongé et c'est la grande différence avec ce qu'on appelle la méditation, qui nous invite à plutôt nous asseoir avec un dos droit et une posture Mmh. qui, pour ma part, je ne pouvais pas tenir quand j'étais plus jeune parce que j'avais trop mal au dos. Donc, le yoga nidra, ça peut convenir vraiment à tout le monde parce qu'en fait, ça se fait allongé et c'est une pratique où on va placer sa conscience, c'est un travail d'écoute aussi et de concentration. On va placer sa conscience sur les différentes parties du corps et ce travail-là va mobiliser la conscience et du coup court-circuiter un peu le mental et ça va nous permettre de lâcher prise et de modifier les ondes cérébrales de notre cerveau, changer notre état vibratoire et on arrive dans un état qui est proche de l'état méditatif. Le danger, c'est qu'on peut s'endormir, voilà. C'est que moi, j'endors pas mal de personnes. Mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est de pratiquer et même si on s'endort au début, c'est qu'on en a besoin et puis voilà, on peut toujours, refaire après la méditation ou le yoga nidra. Mais le yoga nidra, c'est si vous voulez une pratique qui est entre la pratique corporelle physique sur le tapis, avec les postures de yoga et l'état méditatif qui après se fait normalement assis pendant des heures parfois et qui est très, très contraignant. Alors ça se travaille bien sûr et les postures justement de yoga sont là pour qu'on puisse un jour s'asseoir sans douleur et méditer sans s'endormir. Mais le yoga nidra, en tout cas pour la plupart des gens,
ça leur permet quand même de travailler la méditation et l'état méditatif, hein, d'accéder à cet état intermédiaire entre la veille et le sommeil, qui amène une grande détente et une régénération au niveau des cellules, au niveau de notre santé, en fait. Mmh. Effectivement, dans votre livre, vous dites, «Il faut frôler le sommeil sans jamais y tomber». Oui, Et bah, ça, c'est le danger de la méditation, la somnolence, la ouais, c'est ça. distraction ou effectivement l'endormissement. On n'est plus dans la pleine conscience, on glisse. Oui, Mais du bon, coup, on est parti. bon, en même temps, je pense que c'est vous savez, dans la méditation, et dans le yoga aussi, ce que j'encourage à travailler, c'est l'acceptation. Ça fait Mmh. partie vraiment des disciplines, du yoga, et l'acceptation, de ce qu'on est, de nos limites, c'est très important parce que c'est quand on accepte les choses qu'on lâche prise. On arrête de lutter, vous voyez? Mmh. Et donc, bah, si on s'endort, moi j'encourage les gens à accepter, c'est qu'ils ont besoin de s'endormir à ce moment-là, voilà. Et quels seraient les conseils à donner justement pour, bah, ne pas s'endormir? Est-ce que c'est vraiment la pratique qui fait qu'au fur et à mesure, on arrive justement à rester dans cet entre-deux? Alors ça dépend des oui, oui, bien sûr que c'est la pratique régulière va nous amener à développer un état d'attention et de concentration qui, nous permettra de pas sombrer dans le sommeil. Parce Mmh. qu'effectivement, comme ce sont des pratiques qui nous demandent d'être pleinement conscients de l'instant, qui nous demandent beaucoup de concentration, enfin de la concentration, mais sans effort. Mais au début, forcément, on fait toujours un peu Mmh. d'effort. Forcément, il y a un moment donné, ça nous aide à nous endormir. Alors, on peut utiliser aussi le yoga nidra pour, les troubles du sommeil, hein, forcément, puisque ça Ouais. marche. Bah oui, Mais ouais. c'est vrai qu'avec une pratique régulière et le temps, effectivement, on ne s'endort plus en principe. Mais c'est sûr que si vous faites un yoga nidra le soir au coucher, et que vous Oui. avez une journée chargée, bon, bah, il y a quand même des chances que vous glissiez dans un état vraiment de lâcher prise à un moment donné et que vous soyez plus complètement dans la pleine conscience. Mais Mmh. c'est pas grave, ça c'est un temps de récupération aussi. Mmh. Ouais. Ouais, finalement, peut-être, faudrait essayer finalement, bah, de faire ça à un moment où on sait qu'on peut-être on est en forme, qu'on n'est pas Oui, fatigué et peut-être, comme ça, on oui, sera vraiment plus conscient de la chose, je pense. mais vous avez tout à fait raison. Il y a des personnes qui me disent: «Ah mais je m'endors tout le temps». Alors je leur suggère effectivement de pratiquer le matin ou d'écouter la Mmh. méditation qu'ils avaient essayé d'écouter, à un autre moment que le soir, Oui. et faire ça le soir s'ils veulent s'endormir, mais s'ils veulent écouter vraiment et pratiquer, de le faire le matin. Voilà. Mmh, d'accord. Et justement, comme on parle des moments où on pratique, enfin, où on peut pratiquer, est-ce qu'il y a un moment opportun dans la journée où peut-être, la personne, elle est plus réceptive, à faire une méditation? Bon, évidemment, si on veut mieux dormir, on fait le soir avant de s'endormir, une méditation guidée par rapport au sommeil, mais sinon, est-ce qu'il y a un moment opportun où c'est le moment le plus optimal? Ou c'est vraiment aléatoire et ça dépend de comment dire? Ça dépend, bah, de l'emploi du temps de chacun un petit peu? Alors, j'ai envie de dire oui, ça dépend de l'emploi du temps de chacun. C'est vrai que les maîtres, de méditation, conseillent de plutôt pratiquer le matin parce qu'effectivement on OK. est plus frais, plus en forme. Mais en fait, la méditation, ça se peut se faire à n'importe quel moment de la journée, ça peut se faire même quand on fait la vaisselle, hein. C'est un état de conscience. Donc on le pratique, sur le tapis de yoga, on le pratique allongé avec le yoga nidra ou en assise quand on veut méditer. Mais en fait, cet état de pleine conscience, on peut le développer tout au long de la journée. Donc prendre des petits moments de pause pour commencer à méditer, ça peut être, voilà, à n'importe quel moment de la journée, effectivement, quand on peut, quand on peut. Mmh. Mieux méditer 5 minutes par jour, tous les jours, que de ne rien faire. Parce que c'est ça Ouais, qui c'est va ça. nous permettre de sentir petit à petit les effets Mmh. bénéfiques. Mmh. Ouais, d'accord. Et quels sont du coup ces effets bénéfiques? J'imagine qu'il y en a plein. Oui, en fait une petite liste là, parce que quand même, enfin, je l'avais déjà écrite, dans certains de mes livres, donc je l'ai ressortie parce qu'effectivement, heu moi je dirais que l'effet le plus bénéfique
que l'on va atteindre avec la pratique du yoga et de la méditation, ça va être de trouver un apaisement, de trouver la paix intérieure. Et à certains moments, à la fin d'une séance de yoga, souvent les gens, le mental est apaisé et ils sont plus réunifiés, plus paisibles. Vous savez ce que ça veut dire yoga? Non, dites-moi. Non? Yoga, ça veut dire relier toutes les dimensions de notre être. C'est-à-dire relier à la fois la droite et la gauche, le haut et le bas, mais toutes les dimensions aussi intérieures, c'est-à-dire les dimensions physiques, physiologiques, mentales, émotionnelles et spirituelles. Et donc, c'est relier sans enchaîner, yoga, ça veut dire ça, hein, et ça veut dire retrouver son unité, parce qu'en vérité, les humains, on est tout le temps dans la dualité. C'est d'ailleurs une des causes de la souffrance. On est tout le temps divisé, tiraillé entre différentes choses. Et donc, quand on pratique le yoga, on va, à un moment donné, enfin, je l'espère, en tout cas, ils reviennent, mes élèves, alors c'est qu'ils doivent sentir quelque chose quand même. Mais Probablement. en tout cas, moi, j'ai senti ça très vite quand j'ai pratiqué. C'est cet état, effectivement, d'unité. On va reconnecter une dimension de nous-mêmes qu'on a complètement oubliée. On va reconnecter, moi, ce que j'appelle l'âme, enfin, ce que j'appelle notre être le plus essentiel, c'est-à-dire qui on est, vous savez, au-delà de tous ces conditionnements, de toutes ces croyances, de tout ce qu'on nous a imposé, en fait, de tous les conditionnements, on est obligé d'en avoir depuis qu'on est petit, on nous dit ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Mais là, sur le tapis, eh ben, on va reconnecter quelque chose de nous qui est vraiment notre essence. Et ça amène un état de paix profond. Voilà. Et on va aussi faire l'expérience qu'on n'est pas séparé du monde, enfin du grand tout de l'univers. On va aussi reconnecter cette conscience qu'on fait partie, exactement comme les arbres, les fleurs et les animaux, du grand tout de l'univers. Alors que nous, avec, avec notre mental, on se croit séparé du monde. Et en fait, ce sentiment d'unité, cette expérience de l'unité retrouvée, c'est vraiment quelque chose qui va amener un état de paix, de sérénité, de guérison. Hein, voilà. Et donc, alors je ne sais plus la question, ce que c'était, mais C'était quels sont les bienfaits? ah oui, les bienfaits. Alors bon, pour moi, voilà, c'est déjà ça, c'est revenir à un état de paix intérieure, d'unité et de tranquillité. Mais après, les effets sont connus aussi au niveau de la santé. Alors, bon, on pratique le yoga parce qu'on a des problèmes articulaires. Donc, le yoga, ça travaille surtout l'énergie. Donc, forcément, il va y avoir une meilleure circulation énergétique dans le corps, il va y avoir une meilleure mobilité du corps, ça fait vieillir moins vite aussi. Alors Ça après, se bon, voit. vraiment, il y a une amélioration aussi générale au niveau du cerveau, il y a une synchronisation des ondes cérébrales, une détente du système nerveux central. Alors ça, c'est vraiment pour les gens angoissés, nerveux, etc. Ça va, vraiment une pratique régulière va vraiment travailler sur le nerf vague et sur le système parasympathique. Il va y avoir vraiment un apaisement du système nerveux central. Ça renforce le système immunitaire. Par exemple, moi, j'ai sûrement de la chance, mais par exemple, j'ai pas eu le Covid. Parfait, Pourtant, punaise. on dit ben, non, moi je ne l'ai pas eu et pourtant j'ai fréquenté les salles, hein, sauf quand c'était interdit, mais je suis en contact avec des gens sans arrêt. Donc je pense qu'effectivement, ça renforce le système immunitaire. Il y a une diminution du stress et des tensions nerveuses, une régulation du rythme cardiaque, une meilleure connaissance de soi et de nos limites, une prise de conscience, une ouverture et le contrôle des émotions. On arrive à mieux gérer nos états émotionnels quand on fait du yoga. Une Ah, c'est élévation du important ça. seuil de tolérance, oui, une élévation du seuil de tolérance à la douleur. Si vous voulez, quand on est habitué à faire de la méditation guidée et du yoga, on va être plus à l'écoute de son corps. Et les techniques, enfin, en tout cas les méditations moi, que je propose, elles nous permettent une détente profonde qui vont permettre de mieux gérer, de mieux supporter la douleur. Alors ça, c'est des effets vraiment prouvés scientifiquement quand même. Hein. Oui. Mmh. Et le renforcement de notre capacité de sang-froid.
et de lucidité face à des événements traumatiques. Après, les effets vraiment positifs peuvent se ressentir sur la fatigue, le surmenage, les gens qui sont en burn-out, l'hyperactivité, ça va amener les gens à se poser un peu plus, les problèmes de concentration, ça vraiment ça développe, l'écoute, l'attention et ça c'est dingue. Enfin je dirais c'est dingue parce que quand on a, fait du yoga pendant longtemps, on est beaucoup plus facilement, conscient des choses quoi. On est vraiment plus réceptif, attentif. Qu'est-ce que j'ai? L'insomnie, ça peut gérer effectivement Mmh. les problèmes d'insomnie, les peurs, l'anxiété, les états de panique, le stress, les problèmes de dos, les tensions et les douleurs musculaires, les problèmes articulaires, les problèmes de digestion aussi, parce que souvent les Mmh. problèmes de digestion sont liés à des gens, à des états anxieux, des états stressés en fait. Hein. Les migraines, la dépression, les troubles alimentaires, les maladies auto-immunes, la fibromyalgie, la polyarthrite, les maladies cardiaques, l'hypertension et les problèmes respiratoires et en fait, toutes les maladies psychosomatiques. C'est vrai que moi, j'ai des personnes qui sont arrivées chez moi, avec des problèmes de fibromyalgie. Vous savez, c'est des douleurs, enfin des souffrances Mmh. physiques tout le temps, mais effectivement, les médecins disent que c'est psychosomatique. Il y a pas de Ouais. maladie en vérité, mais c'est des personnes qui ont tout le temps des douleurs. Bon ben, avec le yoga, il y a vraiment un apaisement. C'est les personnes les plus assidues parce qu'elles ont un tel bienfait au niveau de Oui. leur Mmh. que du coup, elles pratiquent même à la maison entre les coups. Mmh. Mmh. Voilà, vous voyez, les effets peuvent être innombrables, mais c'est pas magique non plus. Il faut quand même une pratique régulière. Mmh. Si on n'a pas une pratique régulière, on peut pas dire que ça va, vraiment nous maintenir en bonne santé. Mais disons que ça a des effets vraiment bénéfiques sur la santé physique et psychique et sur la bonne Bon, ben, circulation. faites tous du yoga. Moi, enfin, vous savez, moi, j'ai plus mal, quoi. J'ai plus mal au dos. J'ai Il y a plein de choses qui me sont venues là quand, vous avez énuméré, tous ces bienfaits. En fait, c'est assez contradictoire, je vois en Occident. C'est que souvent quand, on a mal, on a des douleurs et tout, et ben, on a envie de rien faire alors qu'en fait, il faut faire tout le contraire. Il faut justement oui, se mettre en mouvement pour, que ces mmh, douleurs se après ça dépend des douleurs, hein, je dis pas que c'est magique, oui, c'est pas du tout, hein. oui, Mais je oui. pense que de se mettre en mouvement, ça peut apporter énormément, en fait. Mmh. Bah, quand même aujourd'hui en Occident, on commence à dire, bouger. Aujourd'hui, les Oui, personnes qui ont c'est des temps. boulots, on leur dit: «Bouger» et c'est vrai que moi j'enseigne ça, mais attendez, c'est pas bouger n'importe comment, c'est toujours C'est en ça, conscience et bien c'est sûr. tout il peut y avoir des tout petits mouvements de rien du tout qui permettent de faire circuler l'énergie quand on a une douleur. Donc c'est bouger, mais pour amener une détente et donc c'est très lié aussi à la respiration, donc on travaille beaucoup la respiration et puis Mmh. l'écoute du corps, parce que si on a mal à l'épaule, bon, ben, on va pas s'amuser à faire des grands mouvements. On va vraiment travailler plus doucement. Et c'est ça la magie du yoga, c'est que si on fait un yoga conscient, on va respecter son corps, l'écouter, respirer. Et la respiration, si vous voulez, la respiration consciente, on peut la diriger dans le corps. C'est-à-dire qu'en énergétique, je ne sais pas si vous y connaissez un petit peu en énergétique, mais en Mmh. énergétique, on dit que là où va la conscience, là va le souffle. Et on peut en faire l'expérience, parce que si on met les mains sur le ventre, on sent bien que le ventre, il bouge Oui. sous nos Mmh. mains. Mais si vous placez vos mains sur votre estomac ou le plexus solaire, vous allez sentir que ça bouge aussi. Et puis si vous les placez ici, vous allez sentir que ça bouge aussi. Et Mmh mh. en fait, il y a des endroits du corps où c'est plus subtil, mais si on met notre conscience, par exemple, dans notre épaule, si on a mal à l'épaule, mais ça pourrait être le pied, hein, ou le dos, si on met notre conscience dans l'épaule et qu'on envoie l'intention, si vous voulez, si on envoie notre intention de guérison vers notre épaule avec notre souffle, on va envoyer le souffle. Alors au yoga, le souffle, l'énergie vitale, ça s'appelle le prana. Mmh. Hein, au yoga, si vous voulez, on fait une différence entre la respiration automatique, puisqu'on respire sans s'en rendre compte tout le temps, Mmh. et la respiration consciente. Quand on commence à respirer consciemment, euh, quelque chose se modifie, si vous voulez. Alors c'est très technique, hein, mais on ne va pas aborder ça ici. Et du coup, ça devient ce qu'on appelle au yoga du prana, et au qigong, on appelle ça le ki, le chi.
OK, Et ouais. cette énergie, donc c'est l'énergie vitale, heu, qu'on envoie dans une partie du corps et alors ça, c'est pendant les états méditatifs ou de yoga nidra et on va avoir une action sur la douleur, on va avoir une action pour une guérison plus rapide. Ça bien sûr, hein, il faut quand même faire son traitement, surtout si on a un cancer, hein, ou Bien sûr, on a oui, bah, oui. enfin tout. Mais ça va rendre les gens actifs dans leur processus de guérison et ça change tout parce que du coup, ça va accélérer le processus de guérison et puis ça va, bah, oui, nous rendre actifs. Donc on est plus, impuissants, si vous voulez et ça, c'est très Mmh. important. On peut faire quelque chose et pour la douleur, c'est vraiment efficace. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre d'antidouleur, mais on On est peut d'accord. éviter. Moi, j'ai eu des problèmes justement aux épaules à force de travailler trop. J'ai ce qu'on appelle des capsulites, hein, c'est des épaules gelées et c'est très douloureux, surtout la nuit, au repos et ben, j'ai jamais pris d'antalgique parce que toutes les nuits, j'ai travaillé, la respiration, enfin les techniques que je connais de guérison avec la méditation. Donc Mmh. ça marche, mais après c'est pas magique, j'ai quand même fait de la kiné, j'ai quand même, voilà, je suis partie au Oui, forêt. voilà, Après voilà, vous avez fait tout ce qui était nécessaire aussi, bien voilà, sûr. faut pas croire que c'est magique parce que quelquefois il y a des personnes qui croient que c'est magique. C'est comme les méditations. Vous savez, dans le dernier livre que j'ai fait, j'ai proposé des méditations psychologiques, psychospirituelles, ou pour soigner ce que j'appelle les blessures de l'âme. Donc, blessures Mmh. d'abandon, blessures de trahison, blessures de rejet, tout ça. Mais évidemment, ça va aider les personnes parce que ça va les faire réfléchir et puis comprendre peut-être des mécanismes. Mais ça ne remplacera jamais un travail d'aide avec un thérapeute en présentiel. Oui, Vous comprenez, évidemment. sur une vraie névrose, ça va peut-être pas être suffisant. Voilà, donc ça remplace, c'est pareil pour la guérison, voilà, ça remplacera pas un traitement, voilà. Mais ça va aider et ça va, oui, ça va. Enfin, moi, en tout cas, ça m'a beaucoup aidé, voilà. Donc, et puis je vois Oui, bien ben que voilà, oui, ça vous a les réussi. gens dans mes cours ou mes patients me disent, j'ai quand même des gens qui ont eu des cancers très graves et qui ont traversé ça beaucoup mieux que la majorité des gens. Vous savez, les chimios, tout ça, c'est très, très dur Oui, quand même au niveau très des lourd, ouais. traitements. Eh bien, le yoga, la méditation, tout ça, ça les a énormément aidés et ils sont Mmh. guéris. Voilà. Ils ont les Après, il aussi. y a des personnes, je pense, qui ont compris que justement elles devaient être, acteurs en fait de leur mieux-être et pas juste se dire: «Ben voilà, je prends des médicaments, je fais ci, mais ça». Mais voilà, peut-être de faire du yoga, ben ça a mis une impulsion pour, un De se changement en fait. C'est vrai, de se prendre en main, ça change tout en fait. Et puis de Ouais, c'est ça. croire, hein, faut quand même être, vous savez alors, dans toutes ces pratiques, il y a aussi le travail de la pensée positive. Ouais. On Ouais. appelle ça le sans pas. Mais Mmh. la pensée positive, la visualisation positive, vous voyez, se visualiser guéri, se dire, au lieu de se dire, «Je suis malade et je vais peut-être pas m'en sortir», bah, se dire tous les jours: je suis guéri» et s'imaginer guéri, en train de faire quelque chose qu'on aime, ça pour les cellules, pour le cerveau, ça change tout. Et là aussi, Mmh. au niveau scientifique, on sait que ça fonctionne parce que, il y a très longtemps déjà il y a eu des études de fait sur, le pouvoir de l'esprit et le pouvoir de la visualisation sur la santé et c'est vrai que quand on visualise quelque chose ou on le ressent vraiment dans son corps, quelque chose de positif, ben le cerveau, il réagit et le corps aussi. Donc si vous voulez, quelqu'un qui se plaint tout le temps et se pose en victime tout le temps, eh ben, il a moins de chances de guérir que celui qui croit qu'il va guérir, qui a la foi dans sa guérison et qui se dit: «Je suis guéri», quoi, et qui s'imagine guéri. Mmh. Voilà. Ouais, Voilà. ouais. Non, c'est hyper intéressant. C'est tout un chemin de vie. Ouais. Ouais, ouais, c'est vrai que la visualisation et tout, c'est enfin, c'est un petit travail aussi. Est-ce que vous pourriez juste nous, par exemple, nous donner un exemple de comment on pourrait mettre, en place ça? Est-ce qu'on faut travailler dessus tous les jours? Est-ce que c'est une petite phrase qu'on se dit? Bah, je sais pas, je sais pas qu'est-ce que je peux dire? Ouais, bah, prenons par exemple la guérison. Je me vois guérie, je suis guérie, se répéter ça plusieurs fois. Est-ce que c'est vraiment ça qui aide? Alors, ça fait partie des aides. Moi, ce que je conseille, c'est quand même de pratiquer la méditation guidée telle que je la propose, enfin, ou quelques d'autres la proposent, tous les jours quand on a un problème. Mmh. Tous les jours OK. pratiquer.
pratiquer. Voilà. Le yoga, là, c'est pour entretenir le corps, la santé, l'énergie. C'est de pratiquer aussi au moins une fois par semaine et voire un petit peu tous les jours si on peut. Mais bon, ça devient un petit peu plus compliqué s'il faut faire du yoga, de la méditation. Mais au moins une fois par semaine. Mais la méditation, c'est plus facile parce que, par exemple, le soir au coucher, on va pouvoir se connecter à son corps. On va pouvoir commencer à respirer, écouter une méditation le soir, même si on s'endort, ça fait rien. Même si on tient 10 minutes, c'est super. On a quand même fait ça pendant 10 minutes. Et on a quand même posé l'intention de le faire, en fait. Voilà. Et si vous voulez, ce qu'on appelle le sankalpa, c'est-à-dire la pensée positive, la visualisation, il y a un petit protocole. C'est-à-dire qu'il faut d'abord se poser la question, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je souhaite le plus dans ma vie? Bon, si j'ai un grave cancer, ce que je veux le plus, je pense, hein, je ne sais pas, je n'ai pas eu ça, j'ai cette chance, c'est de guérir. Moi, par exemple, ce que je veux le plus dans ma vie, c'est être et rester en bonne santé. C'est-à-dire bien vieillir et pas embêter le monde, voilà, rester autonome. Bon, ben, une fois qu'on a identifié ce qu'on veut vraiment vivre dans sa vie, ça peut être rencontrer un homme qui nous aime et qui nous rend heureuse, ça peut être, je ne sais pas, trouver le travail de ses rêves. Une fois qu'on a identifié ce qu'on veut vraiment, eh bien, on va en faire une phrase positive et à l'affirmative. Donc, si moi, je veux être et rester en bonne santé jusqu'à la fin, et mourir, voilà, comme ça, un jour, comme ça, parce que je mourrais bien aussi un jour, hein. Ma phrase positive, affirmative, c'est « je suis et je reste en parfaite santé, pleine d'énergie, de vitesse ». Voilà, c'est ça mon sankalpa. Donc, c'est une phrase. Si j'avais un cancer, ça serait « je suis guérie ». Quand j'avais mal aux épaules, mon sankalpa, c'était « je suis guérie et je renage le dos crawlé », parce qu'on me disait que je renagerais plus jamais le dos crawlé. Donc, on vous a dit ça, les médecins? Oui. Et je m'imaginais donc en train de nager le dos crawlé. Là, quand je me dis j'ai plus besoin de ce sankalpa-là puisque mes épaules vont bien maintenant. Mais mon sankalpa actuel, c'est je suis et je reste en parfaite santé. Alors, le soir au coucher, quand je fais ma petite méditation, avant de m'endormir ou avant de commencer la méditation guidée, si je fais de méditation guidée, je vais me répéter ces petites phrases. Ou la nuit, quand je me réveille. Vous voyez, quand on est dans cet état de détente quand même, ou le matin, en se réveillant, tout de suite, avant de se sauter sur ses pieds et de courir, commencer l'agitation de la journée, et ben prendre juste quelques secondes pour se répéter au moins 3-4 fois sa petite phrase positive. Vous savez, par exemple, la nuit, quand on est insomniaque, au lieu de penser à ce qu'on va faire demain ou je sais pas, à s'énerver parce qu'on ne dort pas, ben, écouter de la méditation ou répéter des pensées positives comme ça de ce qu'on veut, ça va aider. Voilà, alors ça, c'est le petit protocole. On peut le faire n'importe quand, hein. Même une petite pause au bureau, on s'arrête, on respire un petit peu et on peut répéter ce qu'on veut vraiment. Mais alors après, il faut essayer de se l'imaginer. Alors, il y a des gens qui visualisent bien, puis il y en a d'autres qui n'arrivent pas à visualiser. Donc, c'est pas grave. Il suffit d'y penser, d'imaginer que c'est déjà là, que ça se produit. Alors moi, je m'imagine en train de faire du yoga. Bon, bah, des fois, oui, je me vois en train de faire du yoga, puis des fois, je ne le vois pas forcément, mais je m'imagine, parce que voilà, j'imagine que je suis en train de faire du yoga en pleine forme. Et quand on fait ça, quand on s'imagine en train de vivre ce qu'on veut, ce qu'on souhaite le plus, eh bien, qu'est-ce qu'on ressent? On ressent du bien-être. Et donc, il faut aussi essayer de bien ressentir ce que ça nous fait. Et bien, ça nous fait beaucoup de bien. Voilà. Et si on travaille ça pendant longtemps, ben écoutez, l'univers y répond. Alors après, effectivement, il faut quand même mettre en place aussi tout ce qu'il faut autour de notre désir. Si on veut rester, être et rester en bonne santé, plein d'énergie, ben, il faut quand même Faut tout avoir faire pour. voilà, hein, si on fume comme un pompier, qu'on boit 3 litres d'alcool par jour et qu'on ne bouge pas devant la télé, il y a peu de chances que ça marche. Si on Oui, ça va veut, être compliqué. oui, si on veut guérir et qu'on refuse de se soigner, bon, bah écoutez, ça va quand même être compliqué parce que c'est pas magique. Si on veut, je sais pas moi, pendant longtemps, mon sankalpa, ça a été je réussis ma thèse
voilà, et j'ai les félicitations du jury. Bon, bah, si j'avais jamais fait le travail de recherche et si j'avais pas écrit ma thèse, ça n'aurait. Alors, j'aurais pu dire, ah bah, le Tsongkhapa ne marche pas. Mais c'est pas magique. Vous comprenez? Si je veux trouver le travail de mes rêves, ben, il va quand même falloir que je me mette en mouvement aussi. De temps en temps, moi, mon Tsongkhapa, il a été aussi, bon ben, mes cours fonctionnent bien, voilà, mes cours sont complets. Bon, je visualisais ça, mais en même temps, bon, j'allais quand même au début distribuer des flyers, je me mettais en mouvement pour faire de l'information. Vous comprenez? Oui, voilà. Quand même bouger, enfin, et mettre en acte tout ce qu'il faut pour que notre projet réussisse. Mais, Oui, le Tsongkhapa est une aide, mais il ne se suffit pas à lui-même. Il faut faire les choses dans ce sens, en fait. C'est ce qui est bah normal, oui, c'est il pas faut, c'est bah pas oui, magique, quoi, ça mettre tombe en pas place du ciel. tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Et ça fonctionne. Moi, je peux en témoigner parce que ça fait plus de 35 ans que je fais ça. Et ça marche vraiment. Parce qu'au bout d'un moment, si vous voulez, ça crée On sait comment ça marche en plus aujourd'hui avec les neurosciences. Ça crée des nouveaux chemins neuronaux dans le cerveau. Ouais. C'est-à-dire que quelqu'un qui se dit que depuis qu'il est tout petit, je suis nul, j'y arriverai pas, parce que toute sa vie, il a entendu ça, qu'il était bon à rien. Bon, quelqu'un qui se répète ça tout le temps, il a créé des chemins neuronaux et qui sont tout le temps disponibles. Et s'il commence à se dire je suis quelqu'un de bien et je réussis tout ce que j'entreprends, il va créer des nouveaux chemins neuronaux. Et les autres, les vieux, à un moment donné, ils vont tomber un peu en friche. Et ça Mmh. fonctionne, on le sait aujourd'hui. Et Mmh. moi, j'ai fait l'expérience de ça au niveau de la fatigue. Parce que j'avais une maman qui était très malade et qui était tout le temps fatiguée. Et toute ma vie, OK. toute ma jeunesse, j'ai entendu je suis fatiguée, je suis fatiguée. Et moi, j'avais cette petite voix dans la tête, je suis fatiguée. J'étais tout le temps fatiguée aussi quand j'étais jeune. Alors, c'est vrai que le yoga et tout ça, ça m'a beaucoup aidée. Mais aujourd'hui, j'ai plus cette petite voix dans ma tête. Aujourd'hui, quand je me réveille le matin, je suis super contente. Je me dis: «Ah, voilà, c'est formidable, j'ai de la chance», voilà. Et donc on peut changer les choses, mais ça demande de la rigueur, de la persévérance. Le yoga, la méditation, c'est un chemin de rigueur, de persévérance, de Mmh. pratique et de continuité qui fonctionne, mais il faut se mettre en route, quoi. Et quand on a des résultats, ben, je pense que ça nous encourage à continuer. À Et puis après, continuer, bien ça sûr. devient, vous savez, comme se brosser les dents, ça devient un besoin. On le fait parce que c'est bon, quoi, parce que ça nous fait du bien. Mmh. Et au bout de combien de temps, de pratique, on peut ressentir ces bienfaits? Alors j'imagine qu'il y a un effet immédiat sur le coup, on se sent posé, détendu, Non. mais à long terme, il y a probablement d'autres choses on se rend compte que: «Ah bah tiens, maintenant je ressens ci, je ressens ça, j'arrive à faire ci, ça» et cetera. Alors, les bienfaits du yoga, on va les sentir au bout d'un mois ou deux de pratique. On va déjà sentir quand même qu'il y a quelque chose qui se passe dans notre corps et dans notre tête, dans notre vie. Mais après, pour vraiment cheminer jusqu'à trouver vraiment la paix intérieure et puis, je sais pas, que l'univers réponde quand on lui demande quelque chose et tout ça, c'est pas magique. Et puis, il faut pas non plus attendre quoi que ce soit. Il faut, voilà, mais c'est vrai, quelquefois, ça marche vraiment, quoi. Quelquefois, moi, je me dis: «Tiens, ce serait bien que j'ai un client en moins et puis pouf, parfois, il dit: «Ou tiens, ça serait bien qu'il y en ait un qui vienne pas parce que on est un peu trop nombreux» et ça se produit aussi. Bon, Ah, c'est marrant. là, il faut du temps quand même, il faut beaucoup de pratique, il faut des années de pratique. Mais les effets quand même positifs pour la santé, on les ressent très rapidement. Par Mmh. contre, les effets psychologiques et spirituels, je dirais, c'est un petit peu plus long. C'est Oui, comme, voilà. vous savez, c'est comme, si on peut trouver à travers ces pratiques le sens de sa vie. Et quand on a trouvé le sens de sa vie, bah, c'est comme un chemin de vie. Donc, on va pratiquer et c'est au fil de ce chemin qu'on va s'apercevoir que, beh, il y a des choses vraiment qui bougent, quoi, qui se sont vraiment transformées, qu'on n'est plus du tout la même personne et qu'on est devenu plus paisible, plus sage peut-être un peu, plus heureux surtout. Mmh.
Et selon vous, est-ce que tout le monde peut méditer? Parce qu'en fait, je pense aux personnes qui sont un petit peu peut-être anxieuses, angoissées, qui, bah, justement, qui ont peut-être du mal à se focaliser, par exemple, sur la respiration ou sur les battements du cœur. Vous pensez que ce type de personnes devrait peut-être pratiquer autre chose ou commencer, mais doucement? Je sais pas, ça me questionne. Sans doute qu'il y a des personnes qui ne sont pas prêtes ou pas prêtes à travailler parce que c'est trop confrontant de se poser. D'accord, Par exemple, aller dire à un hyperactif, assieds-toi et ne bouge plus. c'est Ou ça. travaille en conscience et ralentit le mouvement. Bon, il y a des gens qui ne sont pas prêts. Il faut quand même être prêt, ressentir le besoin de faire quelque chose pour soi. Il y a des personnes qui ne ressentent jamais ce besoin. Mmh. Alors, je pense quand même que des hyperactifs, des anxieux, enfin, des gens comme ça, j'en ai eu, moi, dans mes cours, j'en ai dans mes Mmh. cours. Parce qu'ils ont pris conscience qu'il fallait qu'ils fassent quelque chose pour eux. Alors, ils sont venus et ils ont essayé et ils sont restés. Et moi, on n'essaye pas de sentir les battements du cœur, c'est difficile ça. Mais la respiration, c'est un outil très facile. Sentir qu'on est conscient qu'on inspire, conscient qu'on expire, juste peut-être, écouter son bras quand on le monte, et ne pas le monter plus haut qu'on peut si on a mal. Bon, ben, tout ça, c'est des choses faciles et à la fin d'une séance, les gens, oui, ils sentent que ça les apaise. Par contre, hem, c'est aussi important quelquefois d'avoir un travail psychothérapeutique en parallèle. Parce qu'il y a des gens qui ont des peurs, des anxiétés généralisées, qui sont liées à des traumatismes liés à l'enfance ou à un événement particulier de leur vie. Donc si vous voulez, le yoga, il ne va pas régler ça. Là, il faut peut-être 1 ou 2 ou 3 séances, de EFT, par exemple, ça c'est une technique qui marche Ouais. bien pour ce genre de choses, pour refaire circuler l'énergie et lever ce blocage émotionnel. Donc c'est vrai que la psychothérapie peut être intéressante aussi à ce niveau-là, parce que quelquefois, sur le tapis de yoga, dans un groupe, on ne va pas faire une séance de thérapie, quoique ça m'arrive. Si quelqu'un non, non, mais c'est vrai, ça peut m'arriver, quelqu'un qui a une émotion forte, parce que ça peut arriver, hein. Sur le yoga, vous savez, comme on Oui, lâche un des peu, choses qui remontent. il peut y avoir quelque chose qui remonte et qu'on retrouve quelqu'un en pleurs sur le tapis, voilà, Mmh. ça peut m'arriver de dire: «Allez, hop, on a aidé cette personne et on fait voilà, on fait quelque chose un petit» mais ça remplacera pas quand même, un travail individuel, hein. Mmh. Donc je pense que tout le monde peut arriver à méditer, à faire du yoga et comme je vous disais, il y a pas de performance physique. Même des gens handicapés, moi j'ai eu des gens qui avaient fait des AVC dans mes cours, j'ai eu des gens qui étaient opérés du cancer du sein, vous savez, puis qui pouvaient plus lever le bras. Oui. Bah, ils faisaient que ça et puis, 1 an ou 2 après, ben, ils avaient retrouvé toute leur Ouais. mobilité. C'était magique quand même et mais il faut accepter d'être avec les autres et de pas faire comme les autres, de faire moins, voilà, parce qu'on travaille le non-jugement au yoga, donc Mmh. qui sont là ne vont pas juger, enfin, vous voyez, on va accepter l'autre même avec sa différence Mmh. et donc je pense que les gens, s'ils sont motivés et s'ils ont pris conscience qu'ils peuvent faire quelque chose pour eux, oui, tout le monde peut y arriver. Mais il faut en avoir envie parce qu'il faut quand même aussi venir au yoga toutes les semaines ou enfin, ça demande un effort quand même. C'est plus facile de rester devant la télé, boire l'apéro, moi aussi, hein, C'est des sûr. fois. Non, mais c'est vrai. Donc c'est quand même, quelque chose, c'est comme toute discipline, si vous voulez. Quand on commence à vouloir jouer du piano, bah, ça demande des années pour devenir un Mmh. virtuose du piano. Si on veut devenir un champion de tennis, ça demande des années d'entraînement. Bah, prendre soin de soi et cheminer vers l'art d'être heureux ou l'art de guérir, ben, ça prend du temps, c'est une C'est un travail de toute une vie. mais tout le monde, je pense, peut y arriver. C'est moins difficile parce que tout le monde ne peut pas devenir champion de tennis et tout ça. On peut Mmh. pas tous devenir des grands sages non plus et moi, j'en suis pas une, mais on peut trouver un réel apaisement et du bien-être et de la paix intérieure, ouais. Mmh. Du coup, ce serait aussi accessible des petites séances pour les enfants, en fait, finalement? Alors moi, Que ce j'ai soit le yoga ou la méditation, peut-être plus le yoga, non? Qu'est-ce que vous en pensez? oui, oui, bah, moi, j'ai fait une formation de yoga pour enfants quand Ah dans mon génial.
Et puis, j'ai animé un cours de yoga pour enfants pendant plusieurs années quand j'étais en région parisienne et ça marchait bien, hein, oui, ça marchait bien, mais ça marchait trop bien parce OK. qu'en fait, si vous voulez, du coup, il y a des mamans qui en ont parlé, à l'école et après je me suis retrouvée avec beaucoup d'enfants, hyperactifs. Enfin après les institutrices, elles m'envoyaient, des enfants enfin, qui avaient pas envie forcément de faire du yoga. Voilà. Ah oui, là, c'est autre Je chose, me suis retrouvée effectivement. à gérer des voilà, alors c'est pour ça que j'ai arrêté parce que c'était trop fatigant, mais Mmh. c'était bien, je veux dire et pendant le covid, quand les gens, vous savez, se sont retrouvés à la maison avec les enfants, tout ça, être obligés de travailler, et de gérer les enfants en même temps, j'ai écrit, une trentaine, je crois, ça fait un petit livre qui est pas encore sorti, mais qui sortira peut-être un jour, Ah OK. de méditation pour enfants. Donc sur ma chaîne vidéo, il y a une playlist méditation pour les enfants et leurs parents, parce OK. que pourquoi pas. Mais c'est Oui. surtout pour les enfants que je les ai faites et les enfants, il y en a qui sont réceptifs, il y en a qui ne le sont pas, mais il y en a qui sont très, très réceptifs, hein. J'avais une élève de yoga, je me souviens, elle avait un enfant hyperactif et elle écoutait mes méditations, mais pour adultes et le Mmh. petit garçon là qui avait 7-8 ans, il disait: «Oh mais moi je veux la voix de la dame». Et elle Ah, lui mettait excellent. des méditations pour adultes, parce qu'en fait, ça l'apaisait. Et alors Ouais, du c'est coup, après, elle lui a fait écouter les méditations que j'ai faites pour les enfants. Mais oui, oui, pour les enfants et mais c'est des cours particuliers. On ne peut pas intégrer un enfant dans un cours d'adulte. Parce qu'un oui, bien enfant, il va sûr. bouger différemment, il ne faut pas que ça dure longtemps, il ne peut pas rester Oui. immobile longtemps. Donc il faut adapter. Donc ça demande quand même voilà, une connaissance, hein, voilà, pour le faire, mais bien sûr que ça existe et c'est bien. Les enfants qui font du yoga. Moi, j'ai eu, vous savez, des adolescentes je me souviens de jeunes filles de 12-13 ans, vous savez, qui étaient en échec scolaire et dont les mamans Ouais. faisaient du yoga et qui m'avaient demandé si elles pouvaient, alors, j'en prenais qu'une seule par cours. Vous voyez? Parce que Oui, c'est vrai après ça fait ouais. parce que ça perturbe, parce que c'est moins attentif, c'est voilà, ça Mmh. perturbe un peu les autres qui sont déjà là et qui ont déjà pratiqué. Mais ces jeunes filles-là, ben, elles ont accroché et effectivement, elles ont réussi leurs études finalement. Elles ont eu la capacité de plus d'écoute, plus d'attention, enfin je sais pas, ça a fait quelque chose Ah, c'est et super, ouais. qui sont devenues, bah, maintenant adultes et mamans et qui des fois m'ont dit: «On fait toujours du yoga». Ah, c'est génial. Ouais, voilà, donc ça peut, Mmh. voilà, ça peut être le yoga pour toute la vie aussi, hein. Mmh. Mais parfois ça peut être compliqué, hein. Il y a pas longtemps, j'ai eu un jeune homme qui a des problèmes, de synchronisation de mouvements. Bon, dans un OK. contexte, même s'il avait 14 ans, j'ai on de lui-même, il a vu qu'il pouvait pas suivre. Donc lui, il aurait fallu des séances, particulières. Mmh, Mmh. voilà. Ça dépend OK. de l'enfant mais les cours à pour enfants, ça existe, hein, voilà. Mmh. Et la OK. méditation pour enfants. Aussi et là, je voulais, du coup, revenir sur, votre, livre. Donc, voilà, je le présente. Il est bon, il y a des petits post-it là chez moi. Donc, il y a plein de méditations différentes. Il y a également donc à l'intérieur, vous avez mis un QR code qui nous dirige, directement vers, votre chaîne YouTube. Oui et puis toutes ces méditations sont enregistrées. Il y en a même beaucoup plus que dans le livre puisque Ouais. c'est pas mon premier livre de méditation guidée, donc il y en a beaucoup Mmh. plus sur la chaîne que dans le livre, mais toutes celles du livre sont sur la chaîne. Mmh. Je mettrai de toute façon un lien, vers votre chaîne, comme ça les gens pourront trouver facilement. J'ai une question par rapport à ce livre. Qu'est-ce qui vous a donné envie de l'écrire? Parce que je sais que vous avez écrit quand même déjà pas mal de livres et celui-ci, il y avait une envie, particulière derrière? Alors non, il y avait pas d'envie, spéciale. Heu, disons que, bon, mon premier livre, c'est la synthèse de ma thèse de doctorat. Donc là, j'étais, dans Ah les OK. études et puis voilà, donc j'ai fait et comme j'ai eu là, une mention très bien, j'avais vraiment la capacité d'en faire un livre qui a été tout de suite édité. Mais après le premier livre de méditation guidée, en fait, je l'ai fait parce qu'un jour, une élève m'a dit: «Mais toutes ces histoires-là que tu nous racontes, au yoga», parce que si vous voulez, quand je fais un cours de yoga, à la fin du cours, je m'allonge avec les élèves, on s'allonge tous, je me mets au milieu d'eux, puis je fais une méditation guidée en impro.
Et Ah donc je l'ai fait oui! voyager. Oui, je lis pas un livre, hein, j'ai toujours fait en impro. Et un jour, une élève m'a dit: «Mais tu te rends compte tout ce que tu nous racontes là, tu devrais l'écrire». Et donc, ben, voilà, je me suis mise, à l'écriture puisque j'ai quand même une facilité et en fait, tout ce que j'avais raconté et expérimenté avec mes élèves, je l'ai posé sur un livre qui c'est le premier livre de méditation guidée, il s'appelle «Relaxation et méditation guidée», tout simplement et il a eu OK. beaucoup de succès et depuis, ben, écoutez, depuis, j'ai continué d'écrire des méditations. Mais il y a eu un deuxième basculement où j'ai commencé aussi à écrire, à faire l'inverse. Parce que là, j'écrivais des choses que j'avais expérimentées avec mes élèves. À un moment, j'ai fait une retraite de pleine conscience de 10 jours. On faisait beaucoup, beaucoup d'heures de méditation en assise par jour. C'était très, très rigoureux et très dur. Et en fait, c'était tout l'inverse que ce que j'enseigne à mes élèves, c'est-à-dire plutôt la douceur et le respect du corps. Et c'était tellement difficile que pendant ces heures de méditation, j'ai été inspirée pour aider mon corps à tenir. Mais Et vous donc, étiez assise pendant des heures avec votre mal de dos? eh oui, oui, oui. Oh là là, ça doit être, Ouais, et en fait, mon il y a le Dieu. faire. Je regrette pas parce que ça m'a donné effectivement la matière pour un nouveau livre qui s'est appelé «La puissance de guérison de l'esprit», et c'est un livre sur la guérison et donc ça m'a ouvert des perspectives sur la guérison et la capacité de gérer la douleur avec la méditation et quand je suis sortie de cette, retraite et bien j'ai fait tous les titres, enfin j'avais le sommaire d'un livre, voilà et Ah là j'ai fait bon? l'inverse. Ouais, j'ai fait l'inverse et c'était que des méditations pour guérir ou pour soulager la douleur. Et donc là, j'ai écrit des méditations sans jamais les avoir expérimentées avec mes élèves. Je les ai expérimentées qu'après, puisqu'après j'en ai fait des vidéos et j'ai pu les expérimenter après. Mais c'était quelque chose que j'ai vécu donc dans mon corps, pendant la méditation, en fait. Voilà. Et puis depuis, bon écoutez, bah, depuis j'écris des méditations et puis quand j'en ai un gros paquet, ben, je propose à mon éditeur, alors celui-là, méditation guidée, à un moment donné, je me suis dit voilà, j'avais vraiment, beaucoup de textes, j'en avais même beaucoup plus que ce qu'il y a là-dedans. Il y a un deuxième Mmh mh. livre déjà en préparation parce que Ah! OK. et parce qu'en fait, j'en écris quand même beaucoup et donc celui-là, il était intéressant parce qu'il y avait quelque chose de nouveau. C'est que dedans, j'ai créé aussi ce que j'appelle des bulles de sagesse. Donc c'est des petites méditations où je, prends un thème, du yoga en fait. Vous voyez, l'acceptation, le détachement, le non-jugement, la non-violence, enfin, des choses qui sont à travailler dans la méditation et dans le chemin vers un mieux-être. Et donc, ces petites bulles de sagesse, c'était quand même nouveau. Et puis, j'ai aussi créé cette playlist avec les blessures de l'âme, donc des méditations à caractère psychospirituel, psychologique, qui aident aussi à travailler sur soi. Et donc, voilà, donc dedans, il y a beaucoup de thèmes, hein. Il y a la guérison, mais il y a aussi un peu de psy, un peu de sagesse. Et voilà, j'étais contente, oui, de pouvoir avoir transmis ça parce que et du coup, je peux transmettre aussi un petit peu de mon expérience. Mmh. Alors je l'ai pas dit, mais je vais juste, lire quelques enfin, au fait, au début, juste pour, dire aux personnes qui ne connaissent pas encore le livre, au début, vous parlez, de petites choses hyper intéressantes et avant, de rentrer justement dans toutes les différentes méditations. Et là, par exemple, il y a la conscience d'être, qu'est-ce que c'est? C'est hyper intéressant. Devenir un chercheur de vérité, le moi, l'ego, la voie spirituelle. Donc voilà, il y a l'éveil, qu'est-ce que c'est? Retrouver son unité. Donc au début, moi, c'est là où il y a tous les post-it en fait. Il y a pas mal de choses Donc hyper là, c'est intéressantes. oui, oui, là, c'est la chercheuse et Ouais, mais c'est hyper intéressant, je trouve. de quand même Et pardon, non, non, ouais, voilà, je oui, vous oui, en dites-moi. prie. Mmh. Non, non, bah, j'ai essayé, oui, d'expliquer un peu des choses sur ce cheminement de manière un petit peu plus oui, un petit peu plus intellectuelle pour quand même, bah, pour les gens comme vous qui que ça peut intéresser, Mmh. de savoir un peu qu'est-ce que c'est que ce cheminement. Qu'est-ce que Mmh c'est mh. que la conscience notamment? Ouais, c'est ça, c'est et ça me fait penser à Patrick Drouot, il avait écrit,
Je crois qu'il avait écrit un livre, Les visages de la conscience, ou il y a un titre comme ça, il me semble. Je l'ai, mais je ne sais plus le titre Oui, exact. Patrick Drouot, donc Oui, oui, énormément, c'est clair. mmh. Et la dernière question que j'aimerais, enfin j'en ai 2 dernières questions. Vous vous qualifiez souvent, justement, je l'ai lu, de chercheuse de vérité. Qu'est-ce qui se cache derrière cette expression, qui est plutôt pas mal? Être une chercheuse de vérité, ben, chercheuse de vérité parce qu'en fait, depuis que je suis en chemin, de connaissance de moi-même, j'essaye, oui, de quelle est ma vérité intérieure, quoi, quelle est le parce que, bah, on nous dit tellement de choses, quand on est petit que j'ai essayé de trouver ma propre vérité et oui et ça a été tout l'objet de ma recherche de doctorat. Mmh. 100 pages, heu 1100 pages qui s'appelle l'autorisation noétique. 1100 pages? Oui, 1100 pages, oui. Ah, j'ai Et pas entendu. Waouh! Punaise. sur le livre qui en est sorti, qui est la synthèse, qui est un petit peu plus petit, ça s'appelle «S'autoriser à cheminer vers soi». Mais pour s'autoriser à cheminer vers soi, bah, faut chercher sa propre vérité. Et c'est pour ça que je pense que je me qualifie comme peut-être une chercheuse de vérité, mais aussi parce que je suis, en psychothérapie, spécialisée dans les constellations familiales. Et si vous voulez, Mmh. je me suis, rendu compte, j'ai découvert, quand j'ai fait mes études de psychanalyste jungienne, qu'en fait, il y avait des répétitions familiales et si vous voulez, ce qui n'avait pas été réglé par nos ancêtres, eh bien, ça traversait le temps et que quand on étudie les familles, on s'aperçoit que, bah, il y a des secrets là qui ont jamais été révélés et qu'en fait, on revit des choses qui ont pas été réglées. Bah, bon, on va pas aller sur ce terrain parce que Ce ça serait un autre sujet. un autre sujet, mais je pense que j'ai aidé beaucoup de gens aussi à trouver la vérité. Et dans ma propre famille, j'ai fait éclater des secrets de famille qui Ah étaient très oui. lourds. Et du coup, ça aide parce que connaître la vérité sur d'où on vient, quelle est l'histoire de nos ancêtres et comment se libérer aussi de tout ça, parce que ça fait partie Mmh. de ce chemin vers le mieux-être et vers la paix intérieure, et ben, ça exige aussi euh, d'avoir connaissance de cette vérité, de ce qu'ont vécu les autres, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont un peu honteuses ou un peu cachées parce que considérées comme honteuses, alors qu'en fait, il suffit d'en Mmh. parler pour que l'énergie recircule. Pour Voilà, libérer, ouais, c'est ça. moi j'ai longtemps cherché la vérité sur pourquoi ma mère était dans un état psychologique extrêmement lourd. Et j'ai trouvé des réponses. Alors peut-être c'est pour ça, j'ai j'ai fait beaucoup de recherches en fait sur la psychogénéalogie, le transgénérationnel OK, et ouais. ça. Et c'est peut-être pour ça que et c'est pas moi qui m'ai donné ce qualificatif, c'était une interview, une dame qui un jour m'avait interviewée sur les Ah! constellations familiales et c'est elle qui avait dit: «Joëlle Morel, chercheuse de vérité». Ah, Voilà, c'est génial. parce que ça vient de là. Voilà. D'accord. OK. Et quel conseil vous pourriez donner à une personne, vraiment des choses simples, qui a envie de commencer, à méditer, mais enfin, imaginons qu'elle ne sait pas ce que c'est, qu'elle en a entendu parler. Qu'est-ce qu'on pourrait lui dire pour qu'elle commence tout doucement? Est-ce qu'il faut ritualiser la chose? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, peut-être de commencer par écouter une méditation guidée, mais C'est le courte. plus simple, hein, peut-être? Ouais. Ouais, le plus simple, c'est d'expérimenter. Alors après, on peut aussi conseiller à la personne peut-être de lire quelque chose sur la méditation ou sur le yoga, mais l'expérience directe, c'est sentir dans son corps les effets, c'est le plus intéressant. Donc, dans le livre là dont vous parlez, ah non, c'est pas dans ce livre-là, pardon, c'est dans le prochain. J'ai écrit j'ai écrit plein de petites méditations que j'ai appelées méditation express. Donc, dans OK. cette playlist, dans ma chaîne YouTube, il y a des petites méditations de 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Et moi, je conseillerais de commencer par voilà, essayer d'écouter des petites méditations de 10 minutes, de 15 minutes, pour voir un peu ce que c'est. Puis ensuite, Mmh. essayer peut-être un petit peu tous les jours, soit d'écouter, avoir une aide avec une méditation guidée, soit tout seul, hein, de s'arrêter de temps en temps, se poser et s'écouter respirer. Mmh. OK. Devenir témoin de sa respiration. Juste se dire: «Je suis conscient que j'inspire, je suis conscient que j'expire». Juste quelques minutes par jour.
Mais je pense que les méditations guidées sont une aide quand même aujourd'hui avec YouTube qui est vraiment précieuse parce que du coup, les gens, on peut vraiment ils peuvent se laisser porter et puis ça leur apprend. Moi, je conseillerais ça, d'écouter, des petites méditations courtes. D'ailleurs, peut-être que quand vous mettrez cette vidéo en Mmh. ligne, vous pouvez, proposer 2-3, si vous voulez, je pourrais vous en envoyer des liens Oui, bien de sûr, avec plaisir. méditation très courte, si vous voulez, qui déjà, nous permettent de sentir un petit apaisement, de commencer le chemin. Mmh. Moi, je D'accord. ferais ça en 1er quoi. Puis oui, peut-être Ouais. aussi un jour essayer d'aller faire un petit cours de yoga aussi, pourquoi pas? Mmh. OK, super. Et je me disais là, en fait, finalement, ce livre, il peut même servir finalement pour des autres thérapeutes qui pourraient lire vos méditations, en fait? Ah mais il y a énormément de gens qui attendent la sortie de mes livres parce qu'ils sont, professeurs de yoga, hypnothérapeutes, sophrologues, enfin, dans le milieu médical aussi, hein. J'ai connu des infirmières aussi en cancérologie qui OK. lisaient mes méditations à leurs patients et donc Ah, c'est effectivement, génial. il y a plein de gens qui, dans leurs cours, dans leurs ateliers, eh bien, utilisent mes livres et ils y trouvent, j'ai une sophrologue un jour qui m'a dit: «C'est une bible» en parlant de voilà, parce que Ah, ça c'est l'aidait à génial. trouver des idées pour ses patients et elle l'utilisait parce qu'effectivement, quand on allonge les gens, on peut leur lire quelque chose et ça sert énormément à tous ces gens-là, où il y a beaucoup de thérapeutes. Mmh. Mais aussi à monsieur tout le monde qui peut, peut-être lire une méditation pour quelqu'un qu'il aime et qui est fatigué ou pour soi-même, pourquoi pas. Mmh. Voilà. Mais c'est vrai que ça aide beaucoup de professionnels. Ouais, c'est ça, c'est super. Bon, ben, on arrive sur la fin de l'interview, Joël. Ben, encore merci pour cet échange, c'était super et merci à ceux qui ont regardé et écouté et à bientôt. Ben, merci à vous et puis, Amandine, hein, votre prénom? C'est ça, tout à fait. Merci Amandine pour, votre intérêt pour, tout ça et puis, Avec merci plaisir. à tous ceux qui, voilà, qui nous écouteront. Au Mmh. revoir. Merci, au revoir.